Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 30 minutes patrimoine consacré aujourd'hui à quelle stratégie pour sa retraite. Alors ça, c'est un élément extrêmement important qui va vous captiver. Juste avant de présenter nos invités, mes deux invités aujourd'hui, je voudrais rappeler que La Place est une marque du groupe Cristal, la marque B2C qui s'adresse à nos clients privés, nos 50 000 clients privés, on en reparlera. Mais La Place, c'est aussi des sœurs, des cousines, les sociétés Zénith qui fait le B2B2C, nos usines à façonner des solutions, on en reparlera dans un autre numéro de 30 minutes patrimoine, et puis également Quarxio, notre fintech, là encore, il y aura des nouvelles, mais plutôt pour la fin de l'année. Juste un petit rappel, vous le savez, 50 000 clients, vous nous faites confiance, vous nous donnez votre confiance, merci. 30 années de savoir-faire, un peu plus de, aujourd'hui 7 milliards d'euros d'encours conseillés et une collecte record l'année dernière, 1,8 milliard. Grâce à vous, merci, nous sommes présents pour vous à travers nos 22 implantations nationales, mais aussi grâce à La Place internationale, notre division pour l'international avec 7 implantations à destination des Français de l'étranger, les non-résidents, nos expatriés. Nous sommes là pour les conseiller, à votre écoute et satisfaire des besoins qui sont un petit peu différents de nos simples résidents français, simples si je puis dire, puisque en France aussi, il y a quand même beaucoup de complexité. La Place, c'est de l'ingénierie patrimoniale. La Place, c'est Maison La Place, le family office du groupe. Mais c'est aussi l'accompagnement des sportifs professionnels, l'accompagnement des majors protégés, la mobilité internationale, on en a parlé avec La Place internationale, la protection sociale, on en reparlera tout à l'heure, grâce à Julien Mal qui est ici, j'ai déjà dévoilé son nom, un de nos invités, et bien évidemment, toute la panoplie des problématiques immobilières et des investissements financiers, on en a parlé déjà longuement dans les 30 minutes patrimoine précédents. Sans plus attendre, je présente Mathieu Caillet. Bonjour Mathieu. Bonjour Benoît. Je suis ravi de vous avoir. Vous êtes le directeur des partenariats grands comptes d'Office Invest AM. Faut pas que je me trompe parce qu'Office est une grande maison. Il y a Office Invest AM. Merci d'être là. Et merci Julien Mal. Eh ben, c'est un grand plaisir Mathieu. Et Julien Mal. Alors toi Julien, on se connaît bien. Tu es le DGA, un des DGA du groupe. Exact. Tu t'occupes de tout ce qui est la protection sociale. Et quand on parle de retraite, bien évidemment, la protection sociale est un élément fondamental. Nous allons y revenir. Alors, on attaque le vif du sujet. Alors, je commence peut-être par vous, Mathieu. Le contexte des retraites, on va se vous voyez, c'est plus simple. Le contexte des retraites, la réforme des retraites, alors, un point macro là, où est-ce qu'on en est? Alors, sur le point macro, on commence une année 2023 un peu meilleure que ce qui a été prévu par le consensus en début de cette année. Au début de l'année, tout le monde s'accordait à ce que nous ayons une récession pour les 6 premiers mois de l'année. Et cette récession, eh bien, finalement, elle n'a pas lieu. À la fois aux US et à la fois en Europe, et elle est plutôt reportée pour l'année 2024. Donc, on a une économie qui est assez résiliente depuis le début de l'année sur ces deux zones, un peu moins sur la Chine, et ça se traduit par des politiques monétaires qui sont différentes, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on l'a vu la semaine dernière, il y a eu la réunion de la Fed et la réunion de la BCE. La BCE a augmenté de 25 points de base ses taux directeurs. Elle annonce encore 25 points de base de hausse pour la fin de l'année. Et puis, la Banque centrale américaine a étonné en annonçant que pour cette fois-ci, c'était le statu quo, mais qu'elle se donnait la liberté, d'ici la fin de l'année, de rehausser ses taux probablement de 2 fois 25 points de base. Alors ça, c'est lié à la fois à la résilience de l'économie et puis aussi au fait que l'inflation, si elle s'est détendue depuis le début de l'année, eh bien, elle reste encore élevée, à la fois aux États-Unis, à la fois en zone euro, et ça reste l'un des éléments clés pour les banquiers centraux. Alors, comment ça se traduit au niveau des marchés? Eh bien, finalement... Alors, juste un tout petit point. Il y a eu 10 hausses des taux, je crois, de la Fed, tandis que la BCE, c'est un peu moins, donc on a un peu de retard. Les taux du marché sont, en Europe, inférieurs à ce qu'on a aux États-Unis. Oui, ils sont légèrement inférieurs. Et effectivement, on a toujours ce petit phénomène d'inertie entre les États-Unis et l'Europe. Et donc, il y a un rattrapage de l'Europe. L'Europe est un petit peu en retard par rapport aux États-Unis. Mais dans le même temps, le niveau d'inflation en Europe est encore un peu plus élevé que celui des États-Unis. Et la détente aux États-Unis est plus visible que ce que nous vivons aujourd'hui en Europe sur l'inflation. Ça, c'est important. Alors donc, la contribution ou du moins l'articulation de ces taux qui sont
un peu plus haut que ce qu'on connaissait auparavant. Qui eût cru qu'on aurait des taux directeurs aussi élevés? On les a. Donc, l'articulation avec les marchés. Alors l'articulation avec les marchés, c'est que on vit un début d'année en fanfare sur les marchés des sonner trompette, résonner au bois, battre tambours. Exactement, exactement. Alors peut-être que ça ne durera pas, mais en tout cas, on voit depuis le début de l'année une performance sur les marchés des actions US, euro de l'ordre de 15% et sur les marchés japonais de près de 25%. Donc on a des marchés actions qui connaissent un début d'année excellent. Après, il faut être très vigilant parce que lorsqu'on regarde le marché américain et notamment le S&P, l'indice est tiré par cette valeur et en particulier les GAFAM. Donc ça, c'est un point de vigilance. Qui avait beaucoup corrigé l'année dernière. Hein. Exactement. Moins 33 le Nasdaq, on se souvient en 2022. Et depuis le début de l'année, combien à peu près les techs? Sur les techs, on doit être aux alentours de plus 30. Le Nasdaq fait plus 30 depuis le début de l'année. Voilà. Donc un rattrapage. Voilà, exactement. Et sur les marchés de taux, eh bien, on connaît des marchés sur les obligations gouvernementales qui ont profité de la hausse des taux directeurs et donc aujourd'hui qui affichent des niveaux de rendement qui sont très attractifs. On est aux alentours de 2,4% sur les emprunts d'État allemands, 2,7% sur les emprunts d'État français, 3,7% aux États-Unis. Donc des rendements que l'on retrouve très acceptables. Et sur les obligations privées, eh bien, là, qu'on soit sur la qualité investissement ou sur la yield, eh bien, on a des rendements qui sont très attractifs. Alors, de l'ordre de 4% sur la qualité investissement et 7 à 8% sur le yield. Si les taux ont augmenté, tant mieux, on peut en profiter. On a de l'appétit aujourd'hui sur le marché obligataire. Il y a des éléments, il y a des choses à faire pour les particuliers, mais ça coûte cher à l'État. Donc là, je reviens un peu sur Julien. La réforme des retraites, c'est parce que l'État est normalement extrêmement endetté. Anormalement, devrais-je dire. Je ne sais pas pourquoi je dis normalement, c'est anormal. Donc, on s'est habitué justement à cette normalité. Mais c'est un problème. Et la réforme des retraites, eux aussi, pour essayer de juguler les déficits budgétaires. Effectivement, et il faut remonter un petit peu dans l'histoire. C'est que si on est anormalement endetté, c'est notre système aujourd'hui par répartition qui fonctionne, comme vous le savez, avec des actifs qui cotisent pour les retraités, qui aujourd'hui est de plus en plus déséquilibré puisqu'on a un phénomène démographique que vous connaissez. Dans les années 70, on avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 1,7 pour 1. Et puis, on a d'autres phénomènes structurels qui font que l'État doit mettre de plus en plus au pot pour équilibrer les régimes. On a par exemple une natalité qui s'écroule ces dernières années. On a été parmi les derniers résistants en Europe à renouveler les générations. Cela n'est plus le cas. Et puis, on a malheureusement également, même si ça a été un peu moins le cas ces derniers temps, un taux de chômage qui est structurellement très élevé. Et donc, on a beaucoup de mal à alimenter aujourd'hui notre système par répartition et à équilibrer ces régimes. Ce qui nous amène au niveau de l'État à régulièrement mettre en place un certain nombre de réformes. Et ça fait 30 ans qu'on vit des réformes des retraites. Ça a démarré dans les années 90 et il n'y a pas 50 000 formules. Pour équilibrer les régimes, il faut soit diminuer les pensions, et ça, l'État s'y refuse catégoriquement, soit faire des modifications. Les modifications, on les vit actuellement, ce sont soit des modifications pour l'allongement de la durée de cotisation, soit le report de l'âge légal ou la modification du mode de calcul. Globalement, on a essayé toutes les formules sur les 30 dernières années et là, on arrive effectivement à cette réforme des retraites 2023 qui est préparée depuis un certain nombre d'années, puisque ça fait depuis 2017 que l'État travaille à cette réforme. Le Covid est passé par là. Il y avait une réforme qui devait être beaucoup plus structurelle, systémique, qui malheureusement a été mise de côté au moment du déclenchement de la crise sanitaire. Et aujourd'hui, on est sur une petite réforme, si je puis m'exprimer ainsi, une réforme paramétrique. On ne partira plus à 62 ans, on partira à 64 ans à partir de 2030. Donc ça, c'est le premier élément qui est censé nous aider à rééquilibrer les régimes. On accélère également la cadence sur la transition vers les 43 annuités de cotisation. Ça aussi, ça va nous aider. Mais pour être très clair, Benoît, aujourd'hui, il y a eu tellement de sucre qui a été donné aux uns et aux autres pour aménager cette réforme des retraites que équilibrer aujourd'hui notre régime dans le temps, notre régime par répartition, ça va être très compliqué avec cette réforme. Et on en vivra sans doute 1, 2, 3 de plus dans les années qui viennent. Donc ce que dit Mathieu est très important. Aujourd'hui, ça rejoint un petit peu l'idée que la capitalisation doit faire son apparition dans notre système. L'État s'y refuse encore de manière obligatoire. Il y a beaucoup d'autres États européens aujourd'hui qui ont mis de la capitalisation obligatoire dans leur régime. C'est pas le cas chez nous et donc on doit s'appuyer sur d'autres leviers et en particulier, on en parlera tout à l'heure, des leviers plutôt de capitalisation, 2e pilier, 3e pilier. Le PER en fait partie. Le PER, donc la loi Pacte 2019 qui a créé le PER. Un petit mot, Mathieu, sur ce véhicule? Alors, peut-être juste avant de parler de la loi Pacte, rappeler qu'OFI est un acteur institutionnel, reconnu. Je rappelle qu'on gère 180 milliards d'euros.
d'euros. Pas de francs CFA. Non, pas de francs CFA. On se développe sur la clientèle individuelle et ce que nous souhaitons, c'est être un acteur de transition entre le marché institutionnel et le marché de la clientèle individuelle. Et en fait, ce sujet de la retraite, eh bien, on y est très associé, très proche, très intéressé parce que on connaît bien la retraite par répartition. On y est associé dans le cadre de nos mandats auprès de nos grands clients institutionnels et on pense qu'on a une bonne compréhension de ces sujets-là et on peut apporter quelque chose sur le domaine de la clientèle individuelle. Donc, on est heureux de participer avec vous à des projets comme des projets de plan d'épargne retraite. On va en parler. Donc, votre compétence en matière de gestion de cash, si je puis dire, pour la retraite classique, hein, celle que l'on connaît, eh bien, mettre ce talent à disposition de la retraite par capitalisation par le PER. Un petit mot quand même sur le PER. Je veux en parler de la loi Pacte 2019, depuis le 1er octobre 2019. On a ce véhicule universel qu'est le PER. Un petit mot, Julien, sur le PER, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, le PER, déjà, c'est un dispositif d'épargne retraite qui vient remplacer tous les dispositifs d'épargne retraite qui étaient existants. Le constat que l'État a fait, c'est que tous les dispositifs Madelin, PER, Préfonds étaient inefficaces. On avait aujourd'hui une épargne qui était insuffisante justement pour booster la capitalisation pour la retraite. Et donc, il fallait simplifier d'une part, c'est ce qui a été fait avec le PER. On a maintenant un seul véhicule avec différents compartiments. Il fallait optimiser aussi la partie juridique, la partie fiscale. Et donc pour ça, l'État a mis en place des possibilités de sortie en capital. C'est le principal moteur aujourd'hui qui alimente le PER. Hein. C'est cette faculté à dénouer le contrat en capital. Et puis il fallait... Ou en rente. Ou en rente. On peut choisir. Mais les Français sont réticents, hein, je crois, à la sortie en rente. On aime pouvoir disposer de son capital à une échéance qui est le départ en retraite. Exactement. Ça, c'est quand même une grande avancée du PER, véhicule universel, passe portable, hein, qu'on soit fonctionnaire et demain on passe artisan ou on passe salarié, on a le même véhicule, tandis qu'auparavant, il y avait autant de véhicules qu'il y avait de régime, si je puis dire. Et on comprend que les Français sont un peu averses à la rente, puisque aujourd'hui, leur système est basé sur la répartition. Ils perçoivent déjà de la rente. Donc, les rentes des régimes supplémentaires en France, ça représente 2%. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, les Français ne voulaient pas investir dans les dispositifs qui sortaient en rente. On est sur un dispositif qui sort en capital. L'État s'était fixé des objectifs. 3 millions de souscripteurs à fin 2022, c'était l'objectif de l'État. On est à 7 millions à fin 2022. Donc ça vous montre aujourd'hui... Plus de 2 fois ce qui a été prévu. Plus de 2 fois ce qui était prévu. Succès. C'est plutôt un succès. Les encours, on avait un objectif à 50 milliards, on est à 80 milliards. Donc le PER, c'est un beau dispositif qui est en train de trouver sa place aujourd'hui dans l'allocation patrimoniale et qui s'est aussi, mais peut-être Mathieu pourra en dire 2 mots, optimisé sur la partie gestion financière. C'est-à-dire qu'avant, on était sur des dispositifs avec peu d'options en termes de diversification et aujourd'hui, on a beaucoup plus de latitude. Donc le PER, on va en parler des diversifications sur la gestion, mais le PER, j'affecte de l'argent dans ce véhicule-là, qui est déductible de son revenu, quand même. Ça, c'est la carotte fiscale à l'entrée. Et puis, on a la sortie, 64 ans, en rente ou en capital, fractionné comme on l'entend. Diversification de la gestion, donc pendant ce laps de temps long, hein, j'ai 35 ans, je souscris un PER, j'ai 29 ans devant moi. C'est quoi la diversification dans la gestion? Alors déjà, il faudrait préciser qu'on parle de diversification sous contrainte. Quand on gère des mandats, hein, j'ai expliqué qu'Ophi était un partenaire des grands institutionnels français. Quand on gère des mandats, on les gère sous contrainte de temps, on les gère sous contrainte comptable parfois, réglementation comptable, Solvency, on les gère sous contrainte de responsabilité, ESG, et donc c'est de la diversification sous contrainte. Pour le client particulier, c'est pareil. Et je rappelle à ce titre que dans la loi Pacte est inscrit une volonté de transfert de l'épargne vers une épargne responsable. Hein, et donc, à l'intérieur des plans d'épargne retraite, eh bien, il faut avoir certains véhicules qui sont labellisés, il en faut 3, représentant des 3 grands labels européens, le label ISR gouvernemental français, le label Finansol et le label Greenfin. Voilà. Donc ça, c'est nécessaire à avoir, c'est une obligation d'intégrer ces véhicules à l'intérieur du plan d'épargne retraite. Alors, la diversification, ben, là, on prépare sa retraite, on a du temps et ça ne s'improvise pas en fait. Hein, c'est extrêmement compliqué. On le voit avec ce qui s'est passé en 2022. On a connu une année qui était très compliquée pour l'ensemble des classes d'actifs. Donc, on pouvait légitimement se poser la question de l'intérêt de la diversification. Or, elle est nécessaire sur le temps, sur la durée. Elle est nécessaire parce que c'est ce qui permet de gérer
le risque. Et notamment sur la partie épargne retraite, puisqu'il y a une échéance et à un moment donné, on doit pouvoir récupérer ce capital pour pouvoir profiter de sa retraite. Donc, il faut pouvoir avoir une allocation qui soit dégressive dans le temps. Et ça se pilote. Et nous l'avons fait au sein d'OFI en proposant des profils qui correspondent au profil de risque de chaque client avec une dégressivité sur 30 échéances. Et là, on est allé jusqu'au bout de l'histoire. Dégressivité de l'allocation, ça veut dire qu'au départ, on est action et puis à la fin, on est plus obligations monétaires, c'est ça? Exactement. Le marché des actions est réputé être le marché qui rapporte le plus d'argent sur le long terme. Et donc, sur les échéances les plus longues, on va être exposé sur les actions, les classes d'actifs risqués, donc les actions, et puis le crédit au rendement. Et plus on se rapproche de la date d'échéance de la retraite, plus on va se désensibiliser en termes de risque et aller vers des fonds monétaires, voire du fonds en euros dans certains cas. On désexpose donc dégressivité du risque, donc beaucoup d'actions au départ, et puis à la fin, un peu moins. Dans le cadre d'une gestion pilotée, c'est ça Dans le cadre d'une gestion pilotée qui est obligatoire. C'est obligatoire. Qui est obligatoire à l'intérieur du PER. C'est dans la loi pour Horizon. C'est dans la loi. Et ensuite, c'est vrai qu'on peut travailler sur d'autres types de gestion pilotée. La gestion pilotée en dehors de la gestion pilotée à Horizon, qui peut aussi avoir ses vertus et qui, cette fois-ci, va être plutôt une gestion pilotée profilée, où là, on va essayer de coller au profil d'investisseur du client un profil prudent, un profil équilibré, un profil dynamique. Donc, j'ai une gestion pilotée, mais moi, souscripteur d'un PER, je peux décider d'avoir un degré d'exposition qui varie selon mon appétence au risque. Exactement. Et c'est bien l'objectif, et c'est dans la mesure du possible aussi d'essayer de combiner parfois cette gestion pilotée avec une poche de gestion libre, et le travail qu'on a réalisé sur le PER qu'on a créé avec OFI et avec l'UMR, c'est justement d'offrir cette opportunité aux clients d'avoir cette poche gestion pilotée qui est gérée sous mandat par OFI avec un profil de risque, et également de pouvoir accéder à des opportunités sur des nouvelles classes de risque qui n'étaient pas présentes dans le PER jusqu'à maintenant. Je pense à du private equity, je pense à des produits structurés, à de l'immobilier, qui peuvent être un excellent complément à la poche gestion pilotée. Bah oui, puisque le private equity, c'est du long terme aussi, et ce véhicule, il est sur du long terme. Et donc, on bénéficie de l'expérience d'OFI, si je comprends, donc au sein de ce PER et de votre compétence en matière de gestion de retraite par classique, par distribution, non capitalisation, si je puis dire, au sein de ce véhicule PER. Exactement. Combien de gestion pilotée, combien de profils? Alors, on a 6 profils, puisqu'on a 3 profils en gestion pilotée à Horizon et 3 profils en gestion pilotée conventionnelle. Alors, une différence. Horizon conventionnel. Donc, Horizon, c'est ce qu'expliquait Mathieu, c'est la désensibilisation de l'allocation. Et plus on se rapproche effectivement de l'horizon de départ à la retraite, et moins on est exposé aux actions. Et sur la partie gestion pilotée conventionnelle, pour le coup, on est vraiment sur une gestion pilotée profilée. Et donc, pour le coup, il n'y a pas de désensibilisation. Plus on s'approche des 64 ans, on est sur un profil prudent, équilibré ou dynamique. Et on peut changer en cours de route? Et on peut évidemment changer en cours de route. Tout à fait possible. Une grande liberté. Une grande liberté qui est nécessaire quand on prépare sa retraite. On a une vie et la vie n'est pas toujours la même. Donc, les objectifs ne sont pas toujours la même si l'objectif final, c'est la retraite. Mais à 40 ans, à 50 ans, eh bien, on vit des choses différentes, on a des besoins différents. Et donc, il est possible que durant la vie de constitution de cette épargne, eh bien, les objectifs changent à un moment donné de manière instantanée. Donc, cette possibilité d'aller d'un profil vers un autre en fonction de l'évolution de son patrimoine et de ses objectifs. Donc la retraite par capitalisation existe grâce au PER en bénéficiant d'une expertise extrêmement forte d'OFI, et le tout étant bien sûr conseillé par nos conseillers de la place dans le cadre de ce qui a été créé avec ce PER, je vais dire, original. Original, c'est pour ça qu'il s'appelle Origineo d'ailleurs. On est sur un PER aujourd'hui qui a essayé de casser un peu les codes de ce qui se faisait sur le marché, un PER qui est très digitalisé, un PER effectivement qui a été co-construit avec un assureur qui est un pure player du monde de la retraite, et OFI qui est un gestionnaire qui aujourd'hui a une expertise reconnue sur tout ce qui est critères de durabilité dans ses investissements. Ça nous tenait à cœur évidemment d'être parmi les premiers à pouvoir proposer ce type de solution. Moi, je suis intimement convaincu aujourd'hui que le PER, contrairement à ce que peuvent encore penser des clients ou parfois même des conseillers en gestion de patrimoine, ça n'est pas un sous-produit d'assurance vie. C'est un produit aujourd'hui qui doit trouver toute sa place dans son allocation patrimoniale, parce que tu le sais, Benoît, on a des avantages effectivement au niveau fiscal à l'entrée. Cet avantage fiscal, ça crée un puissant effet de levier pour le client en termes de capitalisation, parce que quand vous investissez 10 000 euros par an, mais que ces 10 000 euros, ils vous coûtent 7 000, mais ça veut dire que sur une assurance vie, vous ne pouvez investir que 7 000.
Et vous connaissez bien cette théorie des intérêts capitalisés qui fait que quand j'investis... L'anatosisme, dont on parle souvent ici. Effectivement, qui fait que 10 000 euros sur 15 ans versus 7 000 euros sur 15 ans, eh bien, ça crée des écarts qui sont phénoménaux. On peut avoir 30 à 40% d'écart en termes de valeur de capitalisation. Donc, pour moi, le PER aujourd'hui, c'est une solution qui devient incontournable dans l'allocation patrimoniale des clients. Et effectivement, et les Français, nos compatriotes, l'ont reconnu, puisque tu l'avais rappelé, plus de 80 milliards dans ce véhicule, un vrai succès. Venez nous voir, les conseillers de la place sont à vos dispositions pour vous parler du PER, qu'on peut coupler aussi avec l'assurance vie, bien évidemment. Et on bâtit des stratégies en fonction de vos besoins, de votre âge, de votre appétence au risque, toujours, bien évidemment. Le PER peut nous aider. Venez nous voir, on est à vos dispositions. Merci, messieurs, et à très bientôt pour un autre 30 minutes patrimoine.